Bonjour à tous, je suis Mélanie Poupon, responsable marketing de performance. Bienvenue à ce webinaire autour de l'expérience client intitulé « Vos collaborateurs sont-ils orientés clients ?» Alors nous allons démarrer dans quelques instants, le temps que les derniers participants se connectent. J'en profite pour vous donner quelques informations pratiques. Vos micros sont coupés pour assurer une bonne qualité d'écoute du webinaire. Néanmoins, n'hésitez pas à échanger avec nous via le chat qui se situe en bas à droite de votre écran. Donc, vous pouvez nous envoyer vos commentaires ou vos questions et nous y répondrons en fin de séquence. Et si vous avez une petite fenêtre noire sur la présentation, vous pouvez cliquer sur l'icône en haut à gauche qui est située à la fenêtre noire pour l'épingler sur la droite de votre écran et qu'elle ne gêne pas la lisibilité. Donc nous allons passer 45 minutes ensemble. Nous ferons un retour rapide sur performance et sur l'Académie du service, donc co-organisateur de ce webinaire. Nous rentrerons ensuite dans le sujet de la relation client, nous verrons ce qui a changé, quels sont les enjeux et les tendances aujourd'hui, notamment suite aux études qui ont été réalisées par l'Académie du service, quels sont les soft skills attendus en matière de relation client, et puis nous parlerons de l'outil talent relationnel, qui est développé par Performance de l'Académie du service, et puis enfin nous répondrons à vos questions. Aujourd'hui, pour ce webinaire, je serai donc accompagnée de deux experts, Dominique Duquesnoy, directeur général de performance, expert dans les soft skills. Bonjour. Et Jérôme Pierre, directeur associé à l'Académie du service, donc expert de la relation client. Bonjour. Alors Dominique, peux-tu nous présenter Performance? Oui, merci Mélanie. Performance, c'est une histoire de plus de 30 ans, une belle aventure sur le marché des éditeurs de tests psychométriques et donc depuis 30 ans sur les soft skills. Donc notre métier vise effectivement en utilisant les matériaux les plus scientifiques, de type de personnalité, motivation, croyance, aptitude cognitive, de décrire le fonctionnement d'une personne en situation professionnelle. Donc toujours bâti autour d'un éclairage scientifique, mais aussi en s'appuyant sur les technologies les plus avancées et le respect des droits de chacun. Nous parlons beaucoup chez Performance d'écologie des pratiques, d'une forme d'écologie de l'esprit dans la manière d'évaluer les personnes en situation professionnelle et de restituer des résultats. Donc vous avez quelques chiffres effectivement à l'écran. On intervient chez Performance sur vraiment trois usages principaux. Le premier usage, c'est la sélection, c'est-à-dire effectivement dans une situation de recrutement, comment s'appuyer sur des matériaux justes pour prendre une bonne décision, mais aussi la gestion de carrière, le talent development. Là, c'est le cas de figure aujourd'hui sur la partie relation client, relation de service et bien entendu développement des soft skills en la matière. Et puis la collaboration à partir de l'efficacité collective. Donc voilà un décor pour Performance, plus de 30 ans aujourd'hui de présence terrain qui font de Performance l'éditeur incontournable sur ces sujets. Merci Dominique. Jérôme, peux-tu nous présenter rapidement l'Académie du service? Oui, bien sûr, Mélanie. Donc, l'Académie du service, nous sommes une société de conseil et de formation qui existe maintenant depuis une quinzaine d'années. Nous venons initialement du groupe Accor, donc on a derrière nous 30 ans d'expérience en pédagogie des comportements. C'est aussi pour cette raison qu'on nous sommes rapprochés de Performance pour développer l'outil talent relationnel dont on va vous parler. Il y a un concept ou quelque chose de fondamental qui nous anime. On se définit nous-mêmes comme étant des passionnés de la relation client et de la culture de service. Ce qui nous relie, c'est ce principe de la symétrie des attentions, probablement entendu parler, et qui définit de manière extrêmement simple et en équilibre la satisfaction des collaborateurs et la satisfaction des clients. Pour le dire plus simplement, un collaborateur heureux fait un client heureux. C'est ce qui nous anime et dans ce cadre-là, autour de nos trois valeurs, le partage, l'audace et l'équilibre, on développe beaucoup de choses. Autour de l'équilibre, c'est toujours pouvoir autant travailler sur l'expérience collaborateur que l'expérience client. C'est aussi en ce sens-là que talent relationnel devient un outil extrêmement important. Sur la dimension de l'audace, on organise beaucoup d'événements, des colloques, des prix, un club culture service. Dans le partage, on publie beaucoup de choses, des ouvrages, des articles sur des blogs,
Et puis, bien sûr, tout ça nous permet d'accompagner des entreprises dans des secteurs extrêmement variés autour de la définition de ce qu'est une expérience client et en miroir, ce qu'est l'expérience collaborateur. Voilà, en sachant que le vrai levier de transformation autour de la relation client ou autour du service, il est managérial. Et c'est aussi pour cela qu'on accompagne autant, et en priorité d'ailleurs, les managers avant de pouvoir accompagner leurs collaborateurs. Très bien, merci Jérôme. Alors on va donc rentrer dans le vif du sujet de la relation client. Dominique, peux-tu nous dire plus sur ce qui a changé ces dernières années en termes de relation client? Oui, alors, effectivement, on s'est interrogé avec Jérôme sur pourquoi aujourd'hui on parle autant de la relation client, relation de service. Donc on s'est un petit peu interrogé, puis on a regardé, effectivement, on a fixé quelques éléments qui nous paraissent clés pour bien comprendre ce qui se joue aujourd'hui et déjà depuis quelques années. Le premier élément, c'est que on rentre, je pense, dans une ère de la contribution, c'est-à-dire que lorsqu'on fait un acte lorsqu'on intègre une entreprise, mais aussi lorsqu'on fait un achat, on va se poser la question de l'usage aujourd'hui, beaucoup plus de la propriété. C'est-à-dire qu'on est passé certainement d'une ère où on disait souvent, vous avez vu des affiches, je consomme donc je suis, j'existe par la consommation. Aujourd'hui, je vais beaucoup plus me poser la question de l'intérêt de consommer et de l'associer beaucoup plus à mon besoin. Donc ça, c'est un changement quand même important. Cette idée de la possession, finalement, va laisser la place à la question de l'usage. Le deuxième point important, mais ça je ne vais pas vous faire découvrir les choses, c'est qu'on a accès à l'information et à un accès massif de l'information et surtout en continu, c'est-à-dire qu'on est capable aujourd'hui de pouvoir comparer effectivement des fournisseurs, on est capable de comparer des enseignes, on a accès à certaines données qui nous permettent de benchmarker en fait les choses et d'avoir notre propre jugement, en tout cas d'en tirer nos propres conclusions. Donc ça veut dire que lorsque probablement une personne rencontre une enseigne, c'est qu'elle a déjà un niveau de connaissance de cette enseigne et qu'elle a déjà donc une perception donc positive ou négative de cette enseigne, mais elle a une perception et donc on peut engager donc finalement des biais de confirmation à partir de là et bien sûr déterminer une décision. Et puis certainement ce qui se joue aussi aujourd'hui, c'est la recherche d'une expérience singulière, c'est-à-dire d'être traité de manière très individuelle et très personnelle par rapport à soi et vivre des situations émotionnelles. N'oublions pas, et je le développerai un petit peu tout à l'heure, que l'expérience humaine, notamment, est très très liée aux émotions, malgré le fait qu'on ait de plus en plus de nouvelles technologies. Là, j'ai souhaité mettre une photographie avec effectivement une personne qui est équipée. On va parler de robotique d'ici quelques années, où les robots prendront peut-être une place importante. Nous menons aujourd'hui d'ailleurs des études, une thèse sur ce sujet, sur la relation de l'homme à la machine et au robot. Donc ces robots en tout cas ne permettent pas de dire qu'ils remplaceront l'être humain, puisque l'être humain a besoin d'émotions, et notamment dans les termes de la relation avec l'enseigne avec qui il achète ou un produit ou un service. Donc ça, ce sont trois éléments. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps, quand on fixe ces trois éléments, c'est qu'on est passé d'une économie qui était basée beaucoup plus sur le nombre de transactions. Hein, je l'ai dit tout à l'heure, on était dans une économie de la possession, de l'abondance, de la propriété. Donc ce qui était important, c'était de réaliser une transaction et d'augmenter les volumes transactionnels. Cette économie-là est en train de laisser la place à une économie où l'intelligence du besoin va prendre de la place et dont les ressorts sont beaucoup plus liés finalement à la satisfaction globale de l'expérience d'achat. Donc finalement,
Avant, on était plutôt sur la description du produit ou du service que l'on achetait, et on achetait ou on n'achetait pas, on était sur ces caractéristiques du produit ou du service. Aujourd'hui, on va beaucoup plus se poser la question de quel est l'intérêt, quel usage je vais en faire, quel est mon besoin véritable, et comment j'accède à l'achat, c'est-à-dire avec quel type d'expérience je vais pouvoir demain prendre une décision positive quant à la décision d'achat. Et donc là, on est beaucoup plus finalement dans la satisfaction et dans une forme de satisfaction cumulée où la confiance va prendre de plus en plus d'importance et la confiance va être bien sûr portée par les personnes pour assurer une satisfaction cumulée et puis surtout dans le temps assurer la continuité des relations. Donc ça c'est un véritable changement alors qui ne s'est pas opéré depuis hier soir, hein. C'est un long processus, mais on voit bien un changement aujourd'hui des processus d'achat. Alors un autre facteur nous paraît déterminant et en tout cas de vraiment le considérer, puisque cette relation finalement client, et tout à l'heure j'ai dit relation de service, est-ce qu'elle ne se pose pas non plus aussi, en tout cas à l'intérieur de l'entreprise, hein, dans nos organisations. Et puis on voit bien à travers les études que finalement il y a un lien très étroit entre la satisfaction des clients et la satisfaction des employés. C'est-à-dire que, alors Jérôme là tout à l'heure parlait de la symétrie des attentions, mais l'énergie que l'on met vers le client, finalement, nous devons aussi le porter à l'attention de nos propres employés, nos propres collaborateurs, parce qu'il y a un impact positif et un lien extrêmement étroit. Donc ça, c'est pour ça qu'on parlera peut-être plus de relation client, relation de service, et de cette notion de symétrie des attentions qui est chère à l'Académie du service. Alors, un chiffre que nous a soumis justement Jérôme, c'est que 50% des employés d'une entreprise dont la satisfaction est élevée étaient plus engagés. Donc ça, c'est-à-dire que ça a un impact direct effectivement sur la contribution. Je reviens sur la notion de contribution. La contribution des personnes est beaucoup plus élevée lorsque l'expérience client et la satisfaction client est élevée. Donc ça, c'est plutôt intéressant et ça veut dire l'effort et en tout cas l'attention particulière que doivent porter les entreprises à la fois pour leurs propres collaborateurs, leurs propres effectifs et pour leurs clients. Alors je vais peut-être redonner la parole à Jérôme sur les enjeux et tendances de la relation client et puis des différentes enquêtes que vous avez menées au sein de l'Académie du service. Oui, merci Dominique. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on a avancé en parallèle sur ces sujets-là et qu'on se retrouve naturellement sur des éléments d'analyse et de conclusions qu'on peut en tirer. Alors ce chiffre-là, il est évidemment un chiffre important. C'est une réalité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les clients sont extrêmement friands de technologie, mais ils veulent le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire qu'ils veulent une expérience qui soit 100% digitale et 100% humaine, en sachant, et tu le précisais de manière très juste, hein, c'est l'expérience client, elle repose avant tout sur la capacité à créer quelque chose, une expérience qui soit émotionnelle. Donc c'est bien l'humain qui fait la différence. Donc tout l'enjeu par rapport à ça, c'est de pouvoir réconcilier le digital et l'humain, en sachant que c'est l'humain qui va véritablement apporter un élément d'expérience singulière et différente. C'est bien sûr le sujet de la personnalisation. Ce chiffre de 80% des clients qui estiment que les marques ne les reconnaissent pas en tant qu'individus. Là encore, hein, aujourd'hui, la technologie permet une personnalisation à outrance au travers des CRM, au travers de la personnalisation des interfaces. Donc, ce qui veut dire que concrètement, aujourd'hui, les entreprises ont les moyens de personnaliser la relation, mais ne le mettent pas suffisamment à profit. Or, l'enjeu, encore une fois, c'est d'être autant à l'aise avec la technologie que de prendre en compte la dimension émotionnelle de l'expérience vécue par les clients dans un contexte donné, dans une situation donnée.
Voilà, juste une anecdote par rapport à McDonald's que nous avons accompagné et qui, depuis presque 5 ans, et qui, pour sensibiliser l'ensemble de ses collaborateurs à cette notion-là, a réalisé une vidéo dont le thème est simplement bien plus qu'un numéro, montrant qu'au-delà de la technologie, ce qui se joue, même si les temps d'interaction sont très courts, c'est quelque chose qui va reposer sur l'humain. On réalise chaque année un baromètre qu'on appelle symétrie des attentions, puisqu'il questionne autant les clients que les collaborateurs, hein, donc auprès d'une cible de 1800, enfin d'un échantillon de 1800 répondants. Ce qui ressort, c'est qu'aujourd'hui, seulement 5% des Français sont extrêmement satisfaits par l'expérience qu'ils vivent avec les marques. Hein. On parle bien là d'enchantement client, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, les marques arrive encore aujourd'hui très peu à faire la différence. Quand on regarde ces différents pourcentages, le pourcentage de ce qui sont des attitudes de service, hein, donc des comportements numériques et des comportements visibles et observables derrière, 21%, c'est pas mal, mais ça reste encore relativement peu. Tout l'enjeu, en fait, il est plutôt sur les 3 derniers points, c'est-à-dire la capacité à s'adapter aux vrais besoins d'un client dans une situation donnée, dans un contexte donné. Voilà, quand on dit ils sont capables de s'affranchir des règles pour me satisfaire seulement 9%, on sait bien aujourd'hui que l'excellence de la relation ou l'excellence relationnelle, elle va se jouer par la capacité à sortir des process, sortir de ce qu'il y a des cadres et de pouvoir du coup transgresser d'une certaine manière ce qui a été défini par l'entreprise pour aller apporter une réponse singulière auprès d'un client. Donc l'enjeu il est véritablement sur cette exigence de pouvoir mieux s'adapter et mieux faire preuve d'autonomie, de responsabilisation dans la relation à l'autre. Voilà, et puis dernier point, c'est tellement intéressant, la question c'est est-ce que vous êtes satisfait de votre dernière expérience client? Eh bien, quand on pose la question aux salariés en disant de votre point de vue, est-ce que vos clients sont satisfaits? Ils vont répondre oui à 86%. Si on pose la même question aux clients, ils vont répondre oui à 60%. Donc qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'on voit qu'il y a un écart extrêmement fort entre la perception et la réalité de ce qui est vécu par les clients. Alors ça s'explique pourquoi? Ça s'explique parce qu'un collaborateur qui rentre chez lui le soir a envie de se dire que globalement il a fait vivre une belle expérience, d'autant plus qu'il a pu suivre justement les règles, les principes, les process en s'appuyant sur les outils de l'entreprise, mais il ne voit que la face visible de l'iceberg, c'est-à-dire le moment où il a été en interaction avec le client. Il ne voit qu'une petite partie du parcours client. Or, en fait, et c'est pour ça que l'enjeu de ce que Dominique maintenant va vous présenter, c'est de pouvoir permettre à ses collaborateurs de prendre conscience de cette réalité et de l'impact aussi de leur propre comportement sur l'expérience des clients. Et ça, c'est aussi un enjeu managérial. Hein, donc l'enjeu, c'est vraiment de pouvoir réconcilier l'expérience cible avec les clients et en miroir de ça, pouvoir être capable de soutenir et d'accompagner des collaborateurs pour qu'ils puissent faire vivre cette expérience en étant les plus objectifs possibles sur la réalité de ce qu'ils font vivre. Merci Jérôme. Donc effectivement, la question qu'on s'est posée, mais quels étaient finalement les soft skills qui permettaient d'accroître le lien de coopération avec le client, donc qui permettaient de créer finalement cette relation de confiance avec le client, mais encore une fois même en interne dans les aspects de collaboration avec ses équipes ou ses pairs, et puis qui permettait d'enchanter effectivement cette expérience client. Donc nous avons mis en place une méthode au sein de performance avec l'Académie du service pour déterminer les soft skills les plus utiles et donc ne s'intéresser finalement qu'aux soft skills les plus utiles dans ce cadre-là. Dans le cadre donc encore une fois de la satisfaction cumulée du client dans le temps. Donc on ne s'est pas intéressé sur cet aspect-là aux éléments transactionnels, c'est-à-dire liés à la vente. Donc ce ne sont pas des postures de vente
que nous avons souhaité aller chercher. Donc, première étape, en fait, on fait une revue de la littérature, en fait, c'est-à-dire que disent les scientifiques, toujours cette approche chez Performance à l'Académie du Service, d'avoir un éclairage finalement scientifique, que disent les études, et des études suffisamment robustes pour déterminer et sélectionner des soft skills les plus pertinents. Donc, une fois cette revue de la littérature réalisée, on a mené ce qu'on appelle un accord interjuge entre Performance et l'Académie du Service, vraiment des spécialistes à la fois du comportement, mais aussi de la relation client, pour réduire effectivement le spectre de l'étude, pour s'intéresser encore une fois exclusivement à la relation client, relation de service. Une fois que cette démarche a été réalisée, on a fait finalement une étude de prédictibilité, c'est-à-dire qu'on a sollicité un ensemble de clients qui ont des collaborateurs en situation client, donc qui sont confrontés à des situations particulières clients. Alors, ça peut être une situation de vente, mais c'est aussi le traitement des objections, traitement des dysfonctionnements, vraiment tous ceux qui sont dans une énergie vis-à-vis du client. Donc on a mené en fait une étude particulière pour faire extraire en tout cas les matériaux et les facteurs qui nous permettaient d'expliquer la réussite dans l'expérience client. Donc on a repris des facteurs qui nous sont chers chez Performance, des facteurs à la fois de personnalité, pour bien montrer qu'il y avait un lien étroit entre personnalité et relation client, et efficacité en tout cas dans la relation client, des facteurs sur les schémas cognitifs, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des modes et des schémas de pensée particuliers qui nous permettraient d'expliquer la performance dans la relation client, et bien sûr des facteurs motivationnels. Donc on a regardé ces éléments-là pour nous permettre d'expliquer ou faire ressortir des soft skills, des compétences donc comportementales et relationnelles clés qu'il serait bon aujourd'hui de partager dans le cadre d'un accompagnement, d'une évaluation. Alors ça peut être une sélection, mais de développement aussi des compétences. Donc ce modèle-là nous a permis, tout ce processus qui a été mené avec l'Académie du Service, nous a permis d'extraire en fait 14 soft skills pertinents, clés, qui semblent extrêmement utiles lorsqu'on veut faire vivre une expérience positive aux clients. Mais encore une fois, on peut le transposer aussi dans l'organisation, dans sa relation bien sûr avec ses pairs, ses collègues et sa hiérarchie. Donc vous avez quatre axes. Le premier axe, c'est découvrir, effectivement, pour mieux appréhender, pour mieux découvrir le client, ses besoins. Là encore une fois, on le rattache à cette relation de confiance. Les termes de la relation avec le client, c'est comprendre le besoin, comprendre le futur usage, plutôt que d'être dans une posture de vente avec une certaine forme d'influence pour aller vers l'acte d'achat. Donc la curiosité évidemment pour la situation. Mais ensuite il y a aussi transformer, c'est-à-dire comment s'adapter, comment adresser les choses dans une posture de conseil, comment aussi faire preuve de sincérité et d'authenticité dans le traitement des objections et des questions que peuvent se poser les clients, comment aider finalement le client à se projeter positivement avec le produit ou le service vers son futur usage. Et puis impulser pour pouvoir à un moment donné être beaucoup plus proactif et prendre des initiatives, voire des initiatives inattendues en dépassant le cadre finalement prescrit qui lui a été peut-être posé par son organisation. Et puis bien sûr des ressources personnelles pour faire face à des situations critiques qui permettent de rebondir positivement dans différentes situations avec le client. Donc un modèle robuste, donc qui est l'aboutissement et finalement la conclusion des travaux que nous avons menés et qui aujourd'hui ont fait vraiment leur preuve, puisqu'il y a plusieurs années, et Jérôme en parlera tout à l'heure de certaines expériences avec des organisations. Donc Jérôme, est-ce que
toi, tu veux bien rebondir aussi sur talent relationnel et puis les usages possibles, les applications possibles que vous menez avec l'Académie du service. Oui, merci Dominique. Oui, donc effectivement, que permet talent relationnel? Alors, talent relationnel, c'est un outil qui permet de mieux comprendre ce qui est en jeu pour un collaborateur, un manager ou une équipe lors du parcours client. L'idée, c'est pas d'enfermer un collaborateur ou manager dans quelque chose, dans une boîte, dans quelque chose qui serait stéréotypé, mais de l'aider à prendre conscience par lui-même. Hein, ça participe vraiment de la posture de coach que nous défendons beaucoup avec Dominique, c'est de dire de prendre conscience par lui-même de ses points d'appui et de ses points d'attention dans la relation à l'autre. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas fait pour la relation client, ça veut dire que en fonction du contexte de la situation et aussi en fonction de mon expérience personnelle, il y a de grandes chances que je reproduise le même type de comportement, d'où l'importance d'être en attention et en vigilance de ce que je fais et comment je le fais. Derrière ça, c'est pour ça qu'on parle de questionnaire et pas de test. Hein, on n'est pas sur, des profils types, absolument pas. On est véritablement sur quelque chose qui doit permettre à la personne de comprendre que, en fonction de son niveau de maîtrise des compétences, elle va devoir mobiliser plus ou moins d'énergie, plus ou moins d'efforts. Voilà, donc c'est pas bien ou mal, c'est pas vrai ou faux, c'est simplement prendre conscience que cet effort d'adaptation va être plus important ou moins important en fonction de la situation de la personne et puis de son niveau de confiance et d'aisance dans les compétences qui sont les siennes. Par rapport à ça, et ce sont nos clients qui nous l'ont demandé, c'est comme ça que nous avons avancé avec Performance, c'est-à-dire il y a quatre utilisations possibles. L'une des premières questions de nos clients, c'était de dire, c'est très bien, et si demain je dois recruter un collaborateur qui a le sens du client, comment je fais? Comment je peux faire? Donc, talent relationnel peut devenir un outil d'aide à la décision, pas un outil de décision, mais d'aide à la décision. J'hésite entre 2 ou 3 collaborateurs, leur faire passer talent relationnel et faire un débriefing peut leur permettre effectivement d'avoir un élément supplémentaire qui va leur permettre de décider. Ça peut être aussi un outil extrêmement intéressant dans une phase d'intégration. J'ai effectivement un collaborateur que j'ai recruté et intégré. Je vais lui donner toutes les chances de pouvoir être pleinement en confiance dans son nouveau métier et interagir de manière extrêmement fluide du point de vue comportemental avec ses collègues ou son manager. Talent relationnel peut être aussi une aide. Le deuxième point, c'est de dire aussi, et on sait bien que le levier de transformation d'une expérience, il est avant tout managérial. Dans la symétrie des attentions. Hein, si je fais vivre moi en tant que manager une expérience, ou en tout cas je suis dans l'excellence relationnelle avec mes collaborateurs, je vais les inspirer, je vais les inviter à être de même avec leurs propres clients. Pour cela, je dois bien me connaître ou mieux me connaître et mieux interagir avec eux dans la relation à l'autre. Donc talent relationnel me donne aussi une grille de lecture intéressante sur ce sujet de la relation client et de la culture de service. Troisième point, et c'est un point important pour évidemment les fonctions RH ou les fonctions développement des compétences, c'est comment pouvoir parfois ajuster les dispositifs de formation. On sait bien que quand on met en place une formation, 100% des collaborateurs concernés ne sont pas forcément au même niveau de d'aisance et de confort en termes de compétences, et donc sur ces 14 compétences, comment ajuster ça? Eh bien, talent relationnel donne en fait aussi une grille de lecture permettant d'ajuster le dispositif de formation, mettant plus ou moins de relief sur certaines compétences en fonction du niveau de maîtrise de chacun. Et puis, dernier point, le point 4, quand on parle de cartographie, c'est je suis une entreprise, je me pose la question du chemin du service ou de la relation client. Je voudrais à la limite avoir une photographie, une cartographie à un instant T de l'état de l'art de la relation client dans mon entreprise, sur quoi je peux m'appuyer. Talent relationnel peut être à ce moment-là un bon élément pour, à partir d'un échantillon type, définir là où est cette population. Et puis, dans le travail avec performance, c'est de se dire, il y a aussi toute une réflexion sur quelle devrait être, pour chacune de ces 14 compétences, l'objectif cible à atteindre. Pour prendre un exemple, si l'écoute est l'une des 14 compétences, si je suis équipier chez McDonald's,
je comprends bien que la dimension de l'écoute, elle est importante, mais elle est importante au regard d'un temps d'interaction qui est extrêmement court. Donc sur une échelle de 0 à 10, peut-être qu'un 3 est largement suffisant du point de vue de l'entreprise McDonald's. Si par contre je suis chez Dior Couture, et je vous pose je cible ces deux marques qu'on a accompagnées dans le cadre notamment de la construction de talents relationnels, la petite robe noire basique à 7 000 €, je comprends bien que la dimension de l'écoute, je dois moi en tant qu'entreprise me fixer une exigence qui va bien au-dessus du 3 de McDonald's. Donc je vais attendre peut-être un 7 ou un 8 ou peut-être un 8 ou un 9 en matière de compétences. Tout l'enjeu étant après, dans la cartographie, de voir où est l'ensemble de ma population par rapport à cet objectif cible sur les 14 compétences. Merci Jérôme. Donc effectivement toute cette démarche est une démarche très opérationnelle. Hein. En premier temps, on va partager, on va proposer bien sûr aux bénéficiaires de pouvoir répondre à un questionnaire en ligne. Donc il va le solliciter pendant une quinzaine de minutes. Après, donc on pourra délivrer effectivement le bilan talent relationnel et qui sera porté à la connaissance bien sûr de l'évaluer lui-même. Et on pourra donc mener un débrief pour partager les résultats dans une démarche effectivement d'efficience. Donc on respecte de fait ce modèle-là, accès aux données, on aide la personne à prendre de la hauteur, prendre de la distance par rapport aux matériaux, on contextualise effectivement les choses par rapport bien sûr aux exigences de l'entreprise dont vient de parler Jérôme à l'instant, et puis on essaye vraiment après de se projeter avec des rebonds possibles. Donc une démarche très simple. On ne peut se projeter finalement que lorsqu'on a partagé les matériaux et qu'on a une conscience finalement commune entre l'organisation et le collaborateur de la situation. Donc quels sont mes atouts, quelles sont mes limites par rapport à ça, comment je peux m'appuyer sur ces matériaux pour à la fois bien m'appuyer sur mes atouts, et puis comment je peux limiter, nuancer effectivement mes zones d'effort pour être le plus efficace possible dans cette organisation-là. Donc, augmenter le niveau de conscience des deux parties, organisation, collaborateurs, sur ce sujet de la relation client, en le partageant au cours d'un débriefing qui peut être individuel ou collectif. Cette démarche s'appuie bien sûr sur un bilan, donc un bilan qui se veut accessible pour les deux parties, où on va retrouver les 4 dimensions dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire découvrir, transformer, impulser et ressources personnelles, avec effectivement une démarche de scoring, mais aussi une approche rédigée, descriptive, qui permet à la personne vraiment de pouvoir commenter, rebondir, exprimer ses accords, ses désaccords. Ce qu'on a souhaité aussi ajouter au-delà de ces éléments descriptifs du fonctionnement de la personne par rapport à ces 14 soft skills liés à la relation client, c'est une page qu'on a appelée défi, c'est-à-dire qu'en fonction des résultats, lui montrer qu'il était possible sur ces zones d'effort de pouvoir mettre en place toute une série d'actions qui peuvent se faire de manière autonome ou accompagnées par un coach, par exemple, hein, comme l'a dit tout à l'heure Jérôme, mais aussi accompagné par son N+1 pour la mise en œuvre. Donc ce qu'on a souhaité, c'est effectivement une approche descriptive où on en est, on partage, qu'est-ce qu'on reconnaît dans ces matériaux, mes atouts, mes limites, mes forces, mes faiblesses, mais aussi en prenant les zones d'effort et en disant, ben voilà, en menant, ce qu'on vous suggère finalement, c'est qu'en menant des actes relativement simples, et vous pouvez solliciter, avoir un accompagnement de votre hiérarchie de formation qui vous serait accordé, vous pourriez augmenter votre niveau d'efficacité en mettant des choses. Voilà. Donc il est possible, parce que la question se pose toujours sur les soft skills, c'est-à-dire finalement est-ce que c'est pas un état de fait et donc c'est comme ça et on ne peut rien y faire, ou est-ce qu'on peut améliorer son niveau de compétence. Donc il y a un parti pris chez nous, bien entendu, en prenant conscience, ça c'est le premier acte,
en mettant en place des conditions environnementales favorables, en étant soutenu et accompagné par l'organisation et des personnes de l'extérieur de type Académie du service, il est tout à fait possible d'augmenter son niveau d'efficacité et donc son niveau de performance. Donc vraiment d'encourager finalement des rebonds positifs pour la personne, d'être dans cette philosophie-là, de dire voilà, c'est pas statique, vous pouvez au quotidien vous fixer des challenges qui vous permettront d'être plus efficace. Donc un rapport partagé et partageable qui permet aux deux parties bien sûr de s'accorder sur les principes d'action les plus utiles dans votre contexte. Donc un accompagnement, ce qu'on propose, c'est un accompagnement selon vos besoins. Donc soit vous souhaitez être autonome dans cette démarche d'utilisation de talents relationnels et il y a un dispositif de formation, donc en 2 fois 2 heures à distance, soit vous souhaitez plutôt externaliser cette démarche et là effectivement l'Académie du service et performance sont bien sûr à votre disposition pour pouvoir mener les grands programmes chez vous de montée en compétences sur la relation client. Dans ces démarches, il y a bien sûr des bénéfices ce qu'on a pu mener par exemple chez l'IRECO, aider à la prise de conscience bien sûr pour développer la culture du service. On a pu accroître sensiblement l'adhésion des collaborateurs sur l'orientation d'une culture de service. Ça, c'est important aussi qu'il y ait une démarche où les sponsors sont vraiment soutenus. Enfin, il y a des sponsors au niveau de la direction qui veulent impulser, qui veulent vraiment inspirer une culture de la relation de service, et qui veulent le mettre en place pour gagner en efficacité. Encore une fois, en sortant de l'approche transactionnelle, de l'immédiateté de la vente, mais en instaurant une culture du service dans le temps pour gagner en performance financière dans la durée. Bien sûr, l'engagement, puisque plus on va traiter de la satisfaction client, plus il y aura un impact positif sur la satisfaction des collaborateurs et donc un engagement plus important et donc une motivation et une implication beaucoup plus importante dans la réalisation des activités. Et puis, on l'a vu, hein, dès qu'une entreprise prenait vraiment en main ce sujet au sein de l'entreprise, il y avait un avantage décisif et concurrentiel. Donc ça, c'est très important, puisqu'il y a des bénéfices partagés entre le client, le collaborateur et bien entendu l'organisation. Peut-être un mot, Jérôme, sur quelques expériences, et tu en as cité tout à l'heure, mais peut-être d'autres possibilités. Oui, c'est-à-dire que, et ça rejoint ce que tu disais, c'est-à-dire que la première étape, c'est une étape de sensibilisation au sens prise de conscience. Hein. Si je prends conscience de là où je suis, de ce que je sais faire et comment je peux le faire et de ce que je pourrais faire autrement, c'est un peu comme quand je pousse la courbe du psy, hein, j'ai fait la moitié du chemin. Donc cette phase de prise de conscience, elle est véritablement essentielle. Dans les entreprises qu'on a accompagnées, on a beaucoup travaillé là-dessus, par exemple avec des entreprises comme Michelin ou comme Orange, où l'objectif, au-delà d'une cartographie d'une population donnée, c'était de permettre à chacun de pouvoir mesurer là où il en était par rapport aux attendus de l'entreprise. Il y a un deuxième enjeu qui est un sujet de développement des compétences. C'est ce qu'on a fait par exemple avec l'entreprise Decathlon ou avec les cinémas Pathé Gaumont, où l'idée, au-delà de la connaissance que je peux avoir moi-même de mes compétences et de mes comportements dans une situation professionnelle, c'est, et en lien avec une démarche expérience client qui avait été co-construite avec les entreprises, de pouvoir s'approprier des repères clés en mobilisant, en ayant conscience de mon talent, c'est-à-dire véritablement de mes points d'appui pour faire vivre une relation client qui soit singulière et différente. Il y a après un véritable enjeu qui est un enjeu je dirais, d'appropriation,
Et ça, c'est par exemple une démarche qu'on a pu mener avec MetLife ou avec Keep Cool ou avec Tereos, où là on était plutôt avec des populations de managers dans le cadre de comités de direction, ou en tout cas d'équipes managériales réduites, où il y avait véritablement un double enjeu. C'est un enjeu qui était un enjeu d'alignement d'une équipe sur le sujet de la relation client et de la culture de service. Donc on a beaucoup travaillé sur cette notion de cohésion d'équipe, et puis aussi d'exemplarité managériale. Pourquoi? Parce que dans un deuxième temps, talent relationnel a pu être partagé avec des équipes, et il fallait que les managers soient en avance de phase pour être capables d'arriver à faire vivre aux collaborateurs une expérience qu'ils demandent à leurs collaborateurs de faire vivre avec leurs clients. Voilà, donc tout ça étant, donc c'est juste quelques exemples, mais la finalité naturellement c'est la satisfaction, ou plutôt l'enchantement client, puisque c'est la plupart d'entre vous connaissent naturellement cette logique du NPS. Hein. On sait bien que la capacité à recommander, elle est liée à une note qui est une note de 9 ou 10 sur une échelle de 0 à 10. Donc on est véritablement dans quelque chose qui est une expérience mémorable au sens positif du terme. Et voilà, talent relationnel n'est pas le seul outil, mais est un outil qui permet de participer de cette prise de conscience, de la capacité à se mettre en chemin, et de la capacité du coup à faire vivre une expérience, ou en tout cas une réalité différente, en ayant véritablement conscience que ce que je fais vivre est le plus proche de ce que le client ou mon interlocuteur va percevoir. Très bien, merci Jérôme, merci Dominique. On va pouvoir passer à la séquence de questions-réponses. Alors pour ceux qui sont connectés en cours de route, je vous rappelle que vous pouvez nous poser vos questions via le chat qui se situe en bas à droite de votre écran. Donc, en attendant que les questions arrivent, je vais déjà en profiter pour répondre à une première question que j'ai reçue pendant le webinaire, pour savoir si on pouvait recevoir un exemple de rapport de restitution complet. Alors oui, déjà vous allez recevoir après ce webinaire un mail avec la présentation du webinaire et un exemple de rapport complet. Et on va également vous proposer de tester, pour ceux qui veulent, l'outil. Donc dans ce cadre-là, vous pourrez passer le questionnaire et recevoir vos résultats. Et puis un consultant vous rappellera pour un entretien téléphonique afin d'échanger avec vous sur vos résultats et puis de vous présenter un peu plus l'outil talent relationnel. Alors, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Peut-être, Mélanie, quelque chose que je peux compléter, parce que talent relationnel a déjà été assez largement déployé. Vous l'avez vu dans un certain nombre d'entreprises. Souvent, la question, c'est de dire est-ce que je m'y retrouve vraiment? C'est vrai que je réponds à un questionnaire dans la sincérité et l'authenticité de qui je suis. À la lecture du questionnaire, je m'y retrouve à 80%. C'est véritablement le débriefing, l'échange avec quelqu'un qui va être capable d'aider la personne à prendre du recul et à contextualiser aussi les résultats, que la personne va pouvoir prendre conscience de manière un petit peu plus fine de là où elle est et de ce qu'elle peut faire bouger probablement chez elle. Et là, on se retrouve à l'issue d'un entretien entre 90 et 95%. Donc évidemment, l'outil ne vise pas à décrire toute la complexité d'un individu, mais en tout cas, simplement cet outil simple, qui n'est pas simpliste, en tout cas permet, dès la réponse au questionnaire et dès la lecture du rapport, d'arriver à retrouver dans les grandes lignes ce qui me caractérise dans mes compétences et mes comportements, et l'entretien de débriefing me permettant d'aller beaucoup plus loin, évidemment en termes de finesse, sur ce que je peux mettre en œuvre. Hein. Dominique parlait tout à l'heure de défis, ce que je peux mettre en œuvre pour pouvoir vivre et donc faire vivre des expériences différentes. Bien, merci Jérôme. J'ai une participante qui me demande de quand date l'outil. Alors je crois qu'on a mené en l'étude, parce que j'ai plus en tête, mais je crois qu'on a mené l'étude en 2016. Et la sortie de talent relationnel date de 2017. Voilà,
je ne m'attendais pas pardon, à cette question, mais 2016, l'année de l'étude, 2017, la sortie, donc effectivement, depuis 2 ans, pratiquement 3 ans maintenant, parce que c'était début 2017, il y a eu beaucoup d'expériences menées avec l'appui de talents relationnels, à la fois par Performance et l'Académie du service. Alors j'ai une question, c'est peut-être Jérôme qui pourra répondre. On me demande quelle est la différence entre talent relationnel et Lookie que l'on peut découvrir sur votre site web. D'accord. Oui, talent relationnel, en fait, donc talent relationnel, c'est véritablement de prendre conscience de mon talent, hein, de mes points d'appui et de mes points de vigilance dans la relation interpersonnelle. Lookie, c'est quoi? Lookie, c'est une application que nous avons développée et lancée au mois de septembre et qui permet à un manager, on est sur un outil de management de l'expérience client. Hein, comme on l'a dit, en fait, et Dominique le précisait en disant, une fois que j'ai connaissance de ce que je suis et comment je me comporte, je peux par un dispositif de coaching ou un dispositif d'accompagnement de mon manager me projeter un petit peu plus loin. Mais Lookie est finalement un outil qui permet de répondre à ça. C'est une application qui permet d'observer et de débriefer un collaborateur en situation, quel que soit le canal, et donc de lui faire un retour qui soit un retour, on va dire, constructif, hein, dans l'exigence et la bienveillance, mais qui me permet aussi, parce que l'enjeu est là, c'est de suivre l'évolution des pratiques et des comportements d'un collaborateur ou d'un manager dans le temps. Donc voilà, donc Lookie, c'est une application qui permet au collaborateur de s'auto-évaluer dans l'expérience qu'il vient de faire vivre et à un manager de l'observer et de le débriefer afin de l'aider à grandir. Hein, c'est la vraie fonction managériale, d'aider un collaborateur à grandir pour être plus à l'aise et plus en confiance dans l'expérience qu'il fait vivre. Donc si vous êtes intéressé par Lookie, à ce moment-là, je vous invite vraiment à prendre contact avec Mélanie et puis qui vous transmettra du coup un document présentant cette application. Merci. Et donc, on me demande si ce sont les mêmes compétences. Vous voulez dire entre talent relationnel et Lookie, c'est ça la question? Oui, je pense. Oui, c'est-à-dire que un collaborateur qui a répondu au questionnaire ECHO et donc du coup qui reçoit son rapport talent relationnel va identifier et nous invitons beaucoup, nous les collaborateurs, à partager ça avec leur pairs ou avec leur manager, donc d'identifier un certain nombre de compétences. Donc les compétences à développer d'une certaine manière, le manager qui réalise une observation, un débriefing du collaborateur va pouvoir rebondir justement sur ses compétences clés pour lui dire, bah, tiens, par exemple là, sur la dimension de l'écoute, peut-être que, et si tu abordais les choses comme ça, donc l'idée c'est véritablement de passer d'une compréhension à une mise en œuvre très concrète, très pratico-pratique de ce que je peux modifier et comment je peux le modifier. Hein, ce que Dominique précisait, c'est qu'il peut y avoir, il y a une vision, évidemment, la vision compétence, elle est très RH, hein, mais dans le rapport que reçoit la personne, il y a, et cette compétence, elle sert à quoi? C'est qui permet à ce moment-là à un manager très facilement d'aider un collaborateur par des actions simples et précises de faire vivre quelque chose de manière différente. Très bien, merci Jérôme. Alors, je n'ai pas d'autres questions a priori. Je pense qu'on va pouvoir terminer ce webinaire. Donc voilà, donc je vous rappelle que vous allez recevoir la présentation par mail et puis effectivement nous vous proposerons de tester l'outil talent relationnel pour ceux qui le souhaitent. Attendez, je regarde parce que je crois que j'ai reçu une question. Non, a priori je n'ai plus de questions. Merci à tous pour votre présence ce matin. Merci Jérôme, merci Dominique. Merci à vous. Merci beaucoup, merci à vous, merci Mélanie pour l'organisation de ce webinaire. Très bonne journée à tous et puis à très vite. À très bientôt. Au revoir. À très bientôt, merci. Au revoir.